Bonjour à tous, donc nous voilà pour la suite du cours sur l'évolution et on va aborder une partie qui va traiter de la symbiose et on verra que la symbiose va permettre une évolution conjointe. Une évolution conjointe, ça veut dire une évolution en parallèle, en simultané. Les deux vont avoir la même évolution plus ou moins. Donc avant de traiter cette histoire d'évolution conjointe, donc on le verra en fin de partie, on va d'abord faire un petit rappel de ce qu'est une symbiose. Alors on a déjà vu la symbiose en 5e, il me semble. On va faire un rappel d'abord, donc avec 3 exemples. Un exemple chez les animaux et 2 exemples chez les végétaux. Et dans un second temps, on verra le lien qu'il y a entre la symbiose et l'évolution. Donc le cas des animaux d'abord, donc grand A. Donc chez les animaux, alors l'exemple chez les animaux le plus parlant, je pense, c'est celui des termites. Alors les termites, c'est ces petites bestioles, là, sont des insectes, qui mangent du bois, qui mangent exclusivement du bois, c'est leur aliment principal. Une colonie de termites comme ça peuvent détruire une maison en mangeant tout le bois présent dans la maison, donc toutes les charpentes, donc ils peuvent détruire une maison entière, donc c'est des insectes assez voraces. Ils ont des mandibules, donc des mandibules à l'avant de leur tête ici, qui est capable de broyer, de casser le bois en tout petits morceaux. Ils vont ingérer ce bois à l'intérieur de leur tube digestif. Le problème qu'il y a chez les termites, c'est que en réalité, ils sont incapables de digérer le bois. Incapables. Mais alors, comment font-ils, évidemment? Eh bien, quand on observe un termite, on se rend compte qu'à l'intérieur de son tube digestif, donc à l'intérieur de l'animal, dans le tube digestif, on a un autre animal, un micro-organisme, celui-ci là. Et cet autre animal, lui, est capable de digérer la cellulose du bois. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le termite va broyer le bois avec ses mandibules, le bois se retrouve à l'intérieur du tube digestif, et c'est ce micro-organisme-là qui va digérer le bois. Alors, est-ce qu'on est face à une symbiose? Alors, je vous rappelle, une symbiose, pour avoir une symbiose, il faut qu'on ait un avantage mutuel. Ça veut dire qu'il faut que les deux protagonistes de la relation, les deux espèces en lien, il faut que les deux espèces tirent un avantage à cette relation. Alors le termite, on a bien compris, sans cette bestiole, sans le micro-organisme, le termite, il meurt. Donc forcément, le termite, on a bien compris. Alors le micro-organisme, lui, par contre, quel avantage il a? Faut quand même s'imaginer le truc, ça c'est microscopique. Et un être aussi petit, il aurait beaucoup de mal à manger du bois aussi gros, aussi solide. Et c'est là qu'intervient la relation. Donc le termite va broyer pour lui le bois en tout petits morceaux, en toutes petites particules. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que cet animal-là, que ce micro-organisme pourra digérer le bois. L'autre intérêt qu'il y a avec cette relation, c'est que ce micro-organisme se trouvant à l'intérieur du termite, il est constamment protégé des prédateurs, et donc il n'a rien à craindre, quoi. Il est logé et nourri en continu. Alors sur le côté ici, on a une expérience. Alors je vous mets des expériences parce que si par hasard, lors du brevet, vous aviez un document qui traiterait de la symbiose, vous pourriez avoir un document comme cela. Donc comme on parlera à chaque fois des documents présents, ça vous donnera des pistes en fait pour comment analyser les documents. Alors c'est pas forcément les mêmes documents, mais l'idée est souvent la même. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Alors ici j'ai une population de termites qui contiennent des microbes, donc qui contiennent des micro-organismes, ici dans leur tube digestif. On va traiter ces termites, donc traitement à 36 degrés pendant 24 heures, et on voit que suite à ce traitement, les termites perdent leurs micro-organismes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va apporter d'autres micro-organismes, donc de la même espèce, on va apporter des micro-organismes dans les termites pour avoir cette population de termites-là, et à côté de ça, on a une autre population, celle-ci, pour qui on n'aura pas remis de micro-organismes. Donc là, j'ai des termites sans micro-organismes, et ici, des termites avec micro-organismes. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que, au bout d'un moment, les termites sans micro-organismes vont mourir, tous, et ils perdent leur masse en premier, c'est-à-dire qu'ils meurent de faim, finalement, alors que ceux qui ont des micro-organismes, eux, vont vivre normalement. Donc là, on voit bien l'avantage qu'ont ces micro-organismes pour les termites, c'est-à-dire que sans les micro-organismes, les termites meurent. Voilà, c'est clair, c'est radical. Alors chez les animaux, on a un autre exemple qui est, moi qui m'a toujours impressionné.
C'est l'exemple chez les vaches, chez les ruminants, donc les vaches. Il faut savoir qu'une vache, je vous apprends rien en vous disant qu'une vache, ça mange de l'herbe. Sauf qu'une vache, eh ben, elle est incapable de digérer l'herbe. Elle n'en est pas capable. Et en fait, la vache, elle va donc ingérer de l'herbe. Cette herbe va se retrouver dans son estomac. Et dans l'estomac de la vache, on a des bactéries. Et ce sont les bactéries qui vont manger l'herbe finalement. Donc les bactéries vont consommer l'herbe, vont la dégrader. Et la vache, elle va finalement digérer non pas l'herbe, mais elle va digérer les bactéries qui auront mangé l'herbe. En d'autres termes, la vache serait carnivore, hein, parce que les bactéries, ce sont des animaux, donc la vache serait carnivore. Alors évidemment, c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, c'est une expression malheureuse pour moi, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Mais l'idée est là, c'est-à-dire que la vache, elle ne mange pas l'herbe finalement, elle n'assimile pas l'herbe, elle va faire rentrer l'herbe dans son corps, et ce sont des bactéries qui vont digérer l'herbe. En bilan, donc on peut écrire, donc au niveau des termites, donc le termite vit les termites vivent, le termite vit en symbiose avec des micro-organismes qui leur donnent la capacité de digérer la cellulose de l'arbre. Et on peut renoter la définition de symbiose. Donc une symbiose, c'est une association durable entre deux organismes qui retirent des bénéfices réciproques, ça veut dire tous les deux, l'un et l'autre, de cette association. Voyons le cas des végétaux, donc un exemple chez les végétaux, donc grand B, le cas des végétaux. Et alors pour le cas des végétaux, je vous ai noté deux activités, donc les activités qui se trouvent à la page 156 et 157 du livre. Alors il se trouve que je vous indiquais que le livre était consultable en ligne pendant toute la période de confinement. Donc vous avez accès au livre, vous avez le lien sur Pronote il me semble, et je vous mettrai le lien en bas dans la vidéo. Et puis de toute façon, comme vous aurez le cours en PDF, vous aurez les questions et les documents dans le cours en PDF. Donc voilà, donc vous avez tout pour travailler. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire l'activité seul. Donc là vous faites pause dans la vidéo, vous n'écoutez pas la suite évidemment, vous faites l'activité chez vous, et ensuite vous relancez la vidéo pour avoir une correction, en tout cas une analyse des documents. Donc là vous pouvez faire pause, et on se retrouve après la pause. Donc, la question 1 vous demande « Interpréter les expériences et en tirer les conclusions ». Donc, on va essayer de regarder le document. Donc, voilà le document. C'est le document 1, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on voit sur ce document? Alors, on voit une plante, là. C'est une plante de trèfle, d'accord? C'est du trèfle. Et on a donc ici un groupe de trèfle, et ici on a un autre groupe de trèfle. C'est-à-dire que ces deux groupes-là sont différents. On voit qu'il y en a un qui est très grand, un autre qui est très petit. Pourquoi? On lit le document, on voit que ici j'ai des graines de trèfle semées sur un milieu avec micro-organismes, et ici j'ai des graines de trèfle semées sur un milieu sans micro-organismes. Donc alors apparemment, il y a une influence de micro-organismes sur la croissance du trèfle. Alors quand on regarde les racines du trèfle d'un peu plus près avec une loupe, on s'aperçoit qu'au niveau de ces racines, donc ça c'est la racine, et ça là, c'est une espèce de masse, une petite boule qu'on a là aussi. Et à l'intérieur de cette petite boule, de cette petite masse, on a des bactéries. Alors le genre de la bactérie, c'est Rhizobium. Alors peu importe, c'est pas la peine de retenir. Mais c'est un exemple qu'on prend souvent quand on parle de symbiose. Notamment, il y a eu un brevet ou deux brevets qui sont tombés sur cette relation-là. Donc le Rhizobium, donc la bactérie, vit à l'intérieur de la nodosité. La petite boule qui est là, ça s'appelle une nodosité. Donc à l'intérieur de la nodosité, j'ai des bactéries. Alors, si on vous demande d'interpréter les expériences, d'en tirer les conclusions, donc d'abord interpréter, je vois que en présence de micro-organismes, mon trèfle a une plus grande croissance que sans micro-organismes. Et la conclusion que je peux en tirer, c'est que le micro-organisme va favoriser la croissance du trèfle. Donc on a bien un avantage, le trèfle en tout cas retire bien un avantage de cette relation. Est-ce que pour autant cette relation est une symbiose? Donc c'est la question suivante, la question 2. D'ailleurs, il y a une erreur, ils ont oublié d'écrire ici, mais ici c'est document 2. Alors, est-ce que pour autant c'est une symbiose? Je vous rappelle, pour être une symbiose, il faut qu'on ait un bénéfice réciproque, un bénéfice mutuel. Alors, on regarde donc le document 2, donc c'est celui-ci. Alors, lorsque je mesure, on va mesurer deux composants, on va mesurer les glucides dans la plante et on va mesurer les composés azotés.
D'accord? Donc alors, si je mesure les glucides, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai des glucides dans la racine, ce qui est un petit peu normal, hein, puisque les glucides, je vous rappelle, c'est un élément qui est fabriqué par la plante lors de la photosynthèse. Donc la plante fabrique des glucides. Donc si la feuille qui est là fabrique des glucides, forcément la racine qui est là va pouvoir avoir des glucides, évidemment. Et ces glucides sont transportés par la sève. On a vu ça en quatrième. Mais ce qui est un petit peu plus particulier, c'est qu'on retrouve aussi ces glucides à l'intérieur des nodosités. Ça veut dire que dans les petites nodosités qui sont là, je retrouve des glucides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments là, le glucide c'est des sucres. Les sucres ici que les plantes ont fabriqués, ce sucre va se retrouver à l'intérieur des nodosités. Sauf que dans les nodosités, j'ai les bactéries, et donc les bactéries vont pouvoir se nourrir de ce sucre. Donc là, on voit que ça devient mutuel, hein. Là, ça devient réciproque. On a bien un bénéfice pour les deux êtres vivants. D'accord? Le composé azoté, lui, alors attention, l'azote, c'est un composé qu'on trouve dans le sol, hein, normalement, qu'on trouve dans l'eau et dans le sol, donc qui n'est pas fabriqué par la plante, hein. Pourtant, on en retrouve dans la plante. C'est-à-dire que dans la racine, on va retrouver de l'azote. Comment ça se fait? C'est très simple. C'est qu'en fait, cette bactérie, elle est capable de fabriquer l'azote. Donc la bactérie qui est dans la nodosité qui est ici, va fabriquer de l'azote, et que va faire l'azote? L'azote va se retrouver dans la racine. D'où la croissance plus importante, puisque l'azote est une source alimentaire importante pour le végétal. Donc on a bien une relation qui est mutuelle, qui est réciproque. La plante fabrique des glucides qui vont être consommés par les bactéries à l'intérieur des nodosités. Les bactéries dans les nodosités fabriquent des composés azotés qui vont être consommés par les plantes pour pouvoir grandir plus vite. On a donc un bénéfice pour les deux individus, pour les deux espèces. Alors l'autre exemple qu'on prend aussi très souvent en cas de symbiose, pour parler de symbiose, c'est encore chez les végétaux. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas des bactéries, mais ça sera, vous voyez c'est écrit là, ça sera des mycorhizes. Alors mycorhizes, ça veut dire ce sont des champignons, d'accord? Donc ça là, toutes les espèces de barbes blanches là que vous avez là, et ben ça, ce sont des champignons. C'est apparenté aux moisissures si vous voulez, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on vous demande? Alors on vous demande de nommer un autre type de micro-organisme en association. Facile, les mycorhizes. Expliquez l'intérêt des mycorhizes dans la croissance des forêts de pins. Alors on va regarder le document 4. Le document 4, c'est celui-là. Avant de passer à ça, il faut voir ce document-là. Vous voyez que ces mycorhizes là qui sont en jaune ici et la racine en orange, ces mycorhizes sont très finement associés aux racines, d'accord? Il y a un enchevêtrement qui est très fin et ces mycorhizes vont carrément rentrer presque dans la racine. C'est-à-dire qu'on va avoir des liens, des connexions qui vont se faire entre les mycorhizes et ma racine, ce qui va permettre des échanges, hein. Donc le document 4, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on voit? On a deux forêts. On a une forêt sans mycorhizes en mauve, une forêt avec mycorhizes en bleu. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette forêt en bleu va avoir une croissance qui sera plus importante, puisqu'on voit qu'au bout de 3 ans, on a des arbres de 50 cm de haut, alors que sans mycorhizes, ces mêmes arbres vont avoir une croissance ou une taille de 20 cm de haut. D'accord? Donc la croissance est bien plus importante en présence de mycorhizes que sans mycorhizes. Donc là, on a bien un avantage pour les végétaux de cette relation. L'avantage est que ça va accélérer la croissance. Si ça accélère la croissance, c'est que forcément, il y a quelque chose dans l'alimentation. D'accord? C'est qu'on arrive à nourrir mieux la plante. Alors comment ça marche? Alors comme tout à l'heure, les glucides sont fabriqués par les végétaux et on retrouve ces glucides dans les champignons. Ça veut dire que les glucides sont faits dans les feuilles qui sont là, ces glucides passent dans les racines par la sève, arrivés dans la racine, ces glucides passent dans la mycorhize et vont nourrir le champignon qui est ici. Donc le champignon qui est là va se nourrir grâce aux glucides présents dans la racine. En échange, qu'est-ce qu'elle a la plante? En échange, la plante elle va avoir de l'eau. Vous voyez que l'eau qui est là va pouvoir passer dans le végétal et les sels minéraux qui se trouvent dans l'eau et dans le sol. Alors ce qu'il faut s'imaginer, c'est à la base, le plant de pin qui est là, sa racine elle est orange, vous voyez, elle est là. C'est la petite racine qui est là, ici, et puis là. Et puis là aussi un petit peu, et puis un petit peu là. Sauf que quand on observe, on voit que la partie blanche, donc la mycorhize, c'est une partie qui est extrêmement importante. On voit qu'il y a beaucoup plus de mycorhizes qu'il n'y a de racines finalement. Et l'intérêt, c'est que ces mycorhizes, étant capables de récupérer l'eau du sol, je vais pouvoir avoir beaucoup plus d'eau qui va arriver à mon plant. Puisque l'eau qui vient dans cette mycorhize-là va arriver de proche en proche
jusqu'à la racine de ma plante. Donc la mycorhize ou les mycorhizes vont augmenter la surface d'absorption des végétaux. Et donc forcément vont augmenter la capacité du végétal à se nourrir, et donc sa croissance. Attendez, je regarde la dernière question, c'est montrer en quoi l'association, ok, on vient de le faire. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire en bilan que lors d'une symbiose, les deux parties en présence retirent un avantage à cette association, un avantage mutuel, les deux parties. Mais alors vous allez me dire quel rapport il y a entre la symbiose et le chapitre sur l'évolution, parce qu'effectivement c'est pas évident là, comme ça. Hein. Et bien pour ça, il suffit d'observer un autre exemple de symbiose. Alors l'exemple le plus simple pour comprendre, c'est celui-là, c'est cet exemple-là. Il s'agit de l'orchidée de Darwin. Alors elle s'appelle comme ça. Alors cette orchidée, c'est une orchidée qui est blanche, une fleur blanche, et elle a un long tuyau qui est là, dans lequel il y a du miella. D'accord? Donc dans ce tuyau, il y a du miella. Et elle s'appelle orchidée de Darwin parce que quand on a montré cette orchidée à Darwin, la première fois qu'il l'a vue, Darwin a tout de suite émis l'hypothèse qu'il existait forcément un papillon qui avait une trompe de la même longueur que ce long tube. Alors, il faut savoir que ce tube mesure 30 cm. Hein. Alors, 30 cm sur une fleur, c'est quand même particulier. Et donc, voilà. Donc, Darwin a estimé qu'il y avait un papillon qui avait une trompe de 30 cm. Alors, ils ont cherché, et évidemment, ils ont trouvé. Ils ont trouvé un papillon, effectivement, qui avait une trompe vraiment très importante de 30 cm. Et donc, ce papillon est capable d'aller récupérer le miella au niveau de ce tube, au niveau de l'orchidée. Alors, est-ce que c'est une symbiose? Et puis, en quoi est-ce que cette symbiose nous ramène à l'évolution? En fait, quand on observe cette plante-là, donc si j'oublie la relation symbiotique, moi, quand j'observe cette plante et que je vois ce long tube, on peut se demander comment est-ce que ce tube a pu être sélectionné par l'environnement. C'est quand même un caractère qui est quand même très particulier et qui a, comme ça, a priori comme ça, n'a pas d'avantage évolutif particulier. D'accord? Pareil chez le papillon, hein. Si je croise que le papillon, donc il est là le papillon, là on voit la trompe qui est enroulée là. Alors un papillon avec une telle trompe, comme ça là on a un peu de mal à comprendre l'avantage écologique que peut retirer le papillon à avoir une trompe pareille. Et pourtant, il y en a bien un. Et il y en a forcément un, puisque ces deux espèces sont toujours présentes, et donc ces deux espèces ont bien été sélectionnées par l'environnement, et l'est toujours d'ailleurs. Hein. C'est donc bien un caractère qui est conservé. Et bien pour comprendre, c'est juste que, pour expliquer, pardon, c'est juste que il y a une relation symbiotique. Il y a une relation symbiotique entre ces deux êtres vivants. Alors, en quoi cette relation symbiotique va permettre la sélection du caractère? En fait, ce papillon, qui a une si longue trompe, c'est le seul individu, c'est la seule espèce qui est capable de se nourrir de cette plante. Ça veut dire que cette plante constitue pour le papillon une source alimentaire qui est exclusive. Le papillon est le seul à pouvoir manger le sucre qui est ici. C'est un petit peu comme si la plante, c'était son garde-manger privé, quoi. D'accord? Donc forcément, le papillon, il est tranquille. Il n'y a pas de concurrence, il est peinard. Mais alors, qu'est-ce que la plante en retient dans cette histoire? Ce papillon, lorsqu'il va chercher le miella qui est au fond du tube, il va se frotter ici au pollen de l'orchidée. Et il va aller pouvoir féconder, polliniser d'autres fleurs en allant chercher le miella sur d'autres fleurs de la même espèce, hein, une autre fleur de la même orchidée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette fleur va avoir un pollinisateur privé, particulier. C'est ce papillon est le seul papillon qui pollinise cette fleur-là. Donc pour cette fleur, ce papillon, il est privé. C'est son pollinisateur à elle. Il n'y a pas de concurrence et il ne va en manquer jamais. C'est pour ça que ces deux caractères ont été sélectionnés ensemble. Parce que comme ils ont tous les deux, comme chaque espèce tire un avantage l'un de l'autre, tire bien un avantage, comme il y a avantage évolutif, forcément il y aura sélection. Enfin forcément, très souvent il y aura sélection. Donc on peut noter que s'il y a avantage, la sélection naturelle aura le même effet. Alors attention, cet effet peut être positif, comme c'est le cas chez le papillon, il va conserver le caractère, mais il peut aussi être négatif. Hein. Si jamais le caractère n'induit aucun avantage évolutif, le caractère va disparaître, et donc les deux espèces vont être impactées, les deux espèces vont disparaître. Donc, aura le même effet, positif ou négatif, sur les deux espèces en symbiose. Donc les deux espèces vont avoir le même effet de la sélection naturelle.
Euh, donc voilà, donc nous avons terminé le chapitre sur l'évolution. Et on va donc commencer dans la prochaine vidéo, donc assez rapidement. On va commencer un nouveau thème complètement qui va traiter de l'immunologie. Donc c'est un terme d'actualité. C'est un thème d'actualité. Et donc voilà, donc je vous retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.